Hop là, je crois que ça a commencé à enregistrer. Le micro est rouge. Alors, vidéo assez exceptionnelle et elle me tenait à cœur puisque cette semaine, j'ai été élu par le classement Favicon top 10 créateurs de contenu sur LinkedIn France pour tous les sujets relatifs à la vente, mais également à tout ce qui est relatif aux automatisations, à l'IA sur les réseaux sociaux de manière générale. Pourquoi cette vidéo me tenait à cœur? C'est parce que tout simplement, ça fait un moment que je réfléchis à comment partager effectivement tout ce que je vais partager ici. Au début, je me suis dit que j'allais en faire une super vidéo dans un studio. Et au final, je trouvais que faire ce format très authentique, c'était la meilleure façon de vous partager tous les sujets autour de mon expérience chez LinkedIn. Parce que voilà, c'est un joli accomplissement d'arriver dans ce super classement. Moi, de base, je publie du contenu depuis 2018. J'enseigne la prospection sur LinkedIn depuis la même période. Et en fait, tout au long de mes expériences, j'ai travaillé chez Meta, mais également surtout LinkedIn. Donc, j'ai travaillé au sein même de chez LinkedIn à Dublin. Et très souvent, sur LinkedIn, on voit différentes choses qui sont partagées, des sujets un peu parfois polémiques sur est-ce que c'est bien d'avoir des automatisations sur LinkedIn? Est-ce que c'est légal? Finalement aussi, où est-ce que se place LinkedIn dans tout ça avec leur changement d'algorithme? Mais également, et ça c'est intéressant, surtout les créateurs de contenu sur LinkedIn, est-ce que créer du contenu, ça génère vraiment des ventes? Donc il y a pas mal de sujets comme ça qui reviennent très souvent sur LinkedIn et qui font le buzz. Il y a plein de gens aussi qui sont ce qu'on appelle des voyeurs sur LinkedIn, donc qui regardent les contenus mais qui ne like pas, qui ne commentent pas. Et donc moi aujourd'hui, je voulais tourner ce contenu vraiment en totale transparence, il n'y aura pas de coupure. Voilà, alors désolé si parfois je bégaye un peu ou qu'il n'y a pas une structure optimale pour la direction de cette vidéo, mais ce que je voulais vraiment partager dans cette vidéo, c'est déjà LinkedIn, concrètement comment ça se passe là-bas, quels produits ils vendent, quels produits ils autorisent à mettre en place sur leur plateforme elle-même. Par exemple, est-ce que les automatisations, c'est vraiment légal sur LinkedIn? Quelles automatisations ne sont pas légales? Et puis aussi, je donnerai mon avis, et là c'est très subjectif, et je vais me permettre de donner mon avis qui peut changer au cours des années qui suivent sur la création de contenu. Déjà, j'aimerais commencer sur un bref récap sur ce que propose LinkedIn en termes de produits et de vente et pourquoi du coup cette plateforme LinkedIn est tant convoitée. Et justement, pourquoi LinkedIn génère autant de chiffre d'affaires? Parce que LinkedIn, c'était clairement pour moi l'une des meilleures expériences de ma vie professionnelle. J'y suis resté moins d'un an là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris plein de choses et c'est surtout là-bas où je me suis rendu compte de l'importance du bien-être aussi au travail. Donc ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo en soi. Mais déjà, pour faire un petit récap sur LinkedIn, ils ont 4 business lines. Qu'est-ce qu'on appelle une business line? En fait, vous connaissez LinkedIn peut-être comme la plateforme, le réseau social, mais eux, finalement, ce qu'ils vendent, ce n'est pas l'utilisation du réseau social, ce n'est pas leur finalité. Le réseau social est là pour avoir des utilisateurs, mais derrière, il y a des produits que vous avez peut-être croisés. Le plus connu, je pense que vous devez connaître si vous suivez cette chaîne, puisqu'on parle de vente, c'est du coup Sales Navigator, qui est vraiment l'outil idéal pour un commercial, pour cibler des prospects dans un premier temps, mais également surtout pour aller démarcher les personnes, puisqu'on peut envoyer des messages, des emails, vous avez dû voir passer directement depuis Sales Navigator. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la Sales Solution chez LinkedIn. Et vous allez être surpris, en fait, il existe une autre plateforme. Là, c'est surtout pour les recruteurs auxquels je m'adresse, que vous devez connaître, qui est la Talent Solution. La Talent Solution, c'est quoi? Et pour moi, c'est l'outil le plus intéressant de la plateforme. Et il me semble qu'historiquement, c'est l'outil qui était le premier créé sur LinkedIn, à confirmer. Mais en gros, la Talent Solution, c'est tout simplement une solution comme Sales Navigator. Donc, c'est un outil de recherche sur toute la plateforme LinkedIn pour rechercher des profils. Et ce qui est ultra intéressant chez LinkedIn, et je m'en souviendrai toute ma vie, c'est que LinkedIn, c'est la plateforme qui reste la plus actuelle sur le monde du travail. Qu'on parle de France Travail, Pôle emploi historiquement, ou même, je ne sais pas, les agences d'intérim, etc. Il n'y a pas une plateforme beaucoup plus actuelle que LinkedIn, puisque comme vous le savez,
quand effectivement on a envie de changer son poste sur LinkedIn, eh bien du coup on vient l'indiquer et donc ça actualise la donnée de manière générale sur le nombre de personnes qui sont en emploi, le nombre de personnes par exemple qui sont seniors développeurs, le nombre de personnes qui sont développeurs, les nombres de personnes qui sont en recherche d'emploi, etc., etc. Et la puissance de LinkedIn dans tout ça, et puis je m'arrêterai là-dessus sur la Talent Solution, c'est que eh bien du coup ils ont beaucoup de données sur des personnes en recherche active. Donc ça, c'est les personnes qui, par exemple, pour ceux qui connaissent sur LinkedIn, quand on recherche un boulot, on peut cliquer sur « Je suis à la recherche d'un travail », mais il y a également toutes les autres personnes qui ne sont pas en recherche active. Donc il y a, je me souviens, le schéma d'un iceberg qui est présenté quand on rentre chez LinkedIn. En fait, on te montre le côté visible de l'iceberg. Je crois que c'est immergé de l'iceberg qui sont les personnes qui recherchent activement. Donc ça, c'est en final des personnes qu'on pourrait retrouver sur France Travail ou sur des plateformes comme Indeed, etc. Puis il y a toute la partie émergée, il me semble, donc on ne voit pas, qui est 75% des gens, même plus 80% des gens qui sont sur LinkedIn et qui du coup ne sont pas en recherche active. Pourtant, ces talents-là, on peut quand même aller les démarcher. Et donc finalement, on peut voir qu'à frontière entre un sales qui essaie de démarcher des gens pour vendre des solutions, des services, et un recruteur qui recherche les bonnes personnes, donc il faut bien cibler, il faut aller les démarcher, etc. La frontière, elle n'est pas si loin que ça. Et donc dans la Talent Solution, au-delà d'avoir en tout cas la LinkedIn Talent, c'est la LTS, LinkedIn Talent Solution, eh bien, vous avez aussi d'autres solutions qui permettent d'aller pousser beaucoup plus loin de la data. Il y a par exemple la partie marque employeur. Donc ça, c'est pour les pages entreprises. Eh bien, c'est une solution qu'on peut vendre quand on travaille chez LinkedIn pour mettre en avant sa boîte. Il y a aussi une autre solution qui est la Talent Insight. Pour moi, c'est l'outil le plus incroyable qui soit sur le recrutement. En fait, c'est un outil d'analyse générale pour dire, OK, sur les 5 dernières années, combien de personnes sont parties travailler chez mon concurrent? Combien de personnes sont parties de chez mon concurrent ailleurs? On peut vraiment aller pousser de la data comme ça. C'est assez incroyable et très méconnu du marché. C'est une solution qui coûte très cher. À l'époque, il me semble qu'elle coûtait 9 000 € à l'année et ça a dû évoluer. Mais en tout cas, c'était vraiment des très beaux produits. Donc sur la Talent Solution, il y a aussi d'autres choses comme les job posts. Donc mettre en avant une offre d'emploi, ça c'est un peu plus traditionnel. Il me semble que j'ai à peu près touché à tout. Il y a peut-être 2 ou 3 autres produits dans la Talent Solution que je n'ai pas cités. Mais je voulais passer à une autre business line. Donc là, on a parlé de la sales, on a parlé du recrutement, mais c'est également le e-learning. Le e-learning chez LinkedIn, c'est aussi quelque chose puisque quand on prend LinkedIn Premium, il y a pas mal d'options qui sont autour du LinkedIn Premium. Vous savez, c'est le petit écuisson doré sur son profil. Eh bien, ça nous permet de faire plus de recherches de façon manuelle sur LinkedIn pour rechercher des gens, etc. parce qu'on peut être très vite limité. Mais il y a également du coup la possibilité d'avoir un accès à de l'e-learning. Et donc là, on est clairement sur de l'apprentissage et donc c'est très très complet. On peut aller trouver plein d'enregistrements, de coachs, formateurs sur des sujets très précis. Et d'ailleurs, c'est assez cool parce que quand on passe des certifs sur la partie LinkedIn Premium, sur la partie e-learning, et bien derrière, on peut les mettre en avant en postant par exemple « Hey, salut, je viens de passer ma certif de être un bon manager ou ne pas être un manager toxique, regardez ». Donc ça, c'est les 3 business lines, je dirais, les plus importantes ou les plus connues. Et puis, on a une autre qui est la roquette de chez LinkedIn, qui est la partie marketing. Et bien ouais, il y a aussi chez LinkedIn un pôle qui travaille sur la partie marketing, puisque comme vous pouvez le voir autour de posts LinkedIn, ou en tout cas c'est peut-être moins visible que sur Insta, mais on a partout, et il y a de la pub. Il y a de la pub sous différents formats. Il y a de la pub parfois qui est affichée sur le côté droit du coup la plateforme quand on scroll. Il y a aussi des pubs entre les posts, donc là on revient un peu sur les codes Insta, mais il y a également des pubs qui sont envoyées par DM, donc ce qu'on peut envoyer, payer justement LinkedIn pour envoyer des DM sponsorisés. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui tournent autour du marketing, donc c'est ultra intéressant de savoir que au-delà de la sales solution, de la talent et du e-learning, il y a toute la partie market qui rentre en jeu. Et ce qui est intéressant quand on parle de ces 4 aspects-là, c'est que c'est un joli écosystème qui permet de quelqu'un qui souhaite se former, rentrer dans le monde du travail avec le e-learning, de pouvoir être visible si on cherche à être recruté. Et donc là, hop, Talent Solution rentre en jeu pour des recruteurs dans des boîtes ou même des agences de recrutement. Et puis, si je suis un sales et que du coup, je deviens un commercial, eh bien, je vais utiliser la Sales Solution. Et du coup, si je deviens un marketeur, je vais plutôt utiliser toute la partie marketing. Donc, ça fait vraiment un beau écosystème très complet.
Et du coup, là, on va en venir sur tout l'espace gratuit de LinkedIn et les automatisations, puisque finalement, à l'intérieur même de la partie recrutement, on a des automatisations qui peuvent être mises en place. Je ne vais pas rentrer dans le détail de fonctionnalités, mais par exemple, sur la Talent Solution, on peut, pareil, créer des séquençages pour envoyer des messages à des personnes. Alors, tu as vu mon message, un petit peu ce qu'on peut voir quand on prospecte sur LinkedIn de façon traditionnelle pour aller chercher des talents. Sur la Sales Solution, pareil, on peut créer des petites automatisations pour avoir des notifications quand des gens postent sur LinkedIn, quand on fait du ciblage, etc. Sur le e-learning, eh bien, on a beaucoup moins d'automatisation puisque en fait, la plateforme vise plutôt à venir faire en sorte d'apprendre. Bon, je ne m'arrêterai pas dessus. Puis sur la partie market, on peut aussi créer beaucoup d'automatisation sur la partie vraiment aller faire de la pub et donc essayer de convertir les gens derrière au-delà de la pub. Donc voilà un petit peu sur ces sujets et tout ça bien sûr ça reste légal puisque ça fait partie de LinkedIn. Et donc LinkedIn gagne du chiffre d'affaires quand effectivement on paye l'une de ces solutions. LinkedIn gagne aussi du chiffre d'affaires et ça c'est logique quand vous utilisez la plateforme puisque c'était une phrase de quelqu'un d'assez célèbre de chez Meta qui disait que si c'est pas vous qui payez, c'est que vous êtes le produit. Si vous utilisez un truc gratuit, vous payez pas, c'est que vous êtes le produit. Ah ouais, plus il y a d'utilisateurs sur LinkedIn, plus c'est intéressant pour les marques de payer en marketing. Et c'est pour ça d'ailleurs que LinkedIn, il faut le savoir, c'est une des plateformes les plus chères pour payer de la publicité. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, où est-ce que sont toutes ces fameuses automatisations dans toute cette histoire ? On parle de Wallaxy, Human Liker, Give Me Leads, de mon ami Vincent, et voilà, tous ces super outils maintenant qui sont dans l'écosystème français. Est-ce que finalement, comme notre ami Guillaume Maubèche vient peut-être mettre en place avec des automatisations pour pouvoir, au-delà d'envoyer des mails, de pouvoir démarcher sur LinkedIn, est-ce que tout ça finalement c'est autorisé par LinkedIn ? La réponse à ça, elle est assez capricieuse. Puisque, en fait, LinkedIn, de base, forcément, je ne sais pas d'ailleurs si vous le savez, mais a été acheté par Microsoft. Donc LinkedIn, aujourd'hui, est détenu par Microsoft. Ça a été un achat ultra smart. Je vous invite à aller regarder les articles autour de ça, puisque en fait, ça a été un gros coup de Microsoft pour aller justement se saisir de beaucoup d'utilisateurs. Et pourquoi c'est important d'avoir cette donnée en jeu quand on parle de LinkedIn ? Parce que tout simplement, ça met la puce à l'oreille sur la dépendance de LinkedIn à donc Microsoft dans les choix qu'ils peuvent prendre, mais surtout sur leur flexibilité quant à ce qu'ils souhaitent faire en dehors de LinkedIn et donc des partenariats qu'ils peuvent faire avec des outils. Ce qui veut dire que Microsoft, historiquement, c'est quand même connu pour être une marque ou plutôt une enseigne ou un des leaders du marché qui est assez dinosaure, qui est très historique et qui est très rigide dans ses process, comparé à par exemple un Google où on peut le voir rien que par l'interface, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple d'utilisation. Et donc tout simplement dans disons la ligne directrice de LinkedIn, aujourd'hui LinkedIn reste très rigide à venir automatiser des choses sur leur plateforme. Je pense qu'aussi, et c'est quelque chose qui était très enseigné nous quand on rentrait chez LinkedIn, que faut pas zapper que LinkedIn a de base c'est quand même un réseau social professionnel certes. C'est là où la limite elle est assez fine puisqu'on veut laisser les gens tranquilles parce que c'est un réseau social, mais en même temps on vend des outils, donc quand je dis on c'est LinkedIn, on vend des outils pour pouvoir faire de la vente, pour pouvoir faire du recrutement, etc. Donc c'est là où la limite est assez fine et du coup cette limite-là que eux-mêmes ont au sein de leurs propres règles, finalement elle est aussi assez vraie sur l'externe. En fait, la réponse simple à la question de est-ce qu'on peut automatiser sur LinkedIn, c'est non. En fait, si vous allez regarder justement les articles LinkedIn sur l'automatisation, eh bien en fait c'est illégal, totalement illégal de venir automatiser. Peu importe la solution que vous utilisez, qui n'est pas une solution LinkedIn. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, toutes ces automatisations, elles permettent de faire vivre beaucoup d'entreprises. Elles permettent de créer un écosystème aussi autour de LinkedIn pour aller créer du contenu, pour aller démarcher les gens, créer des conversations, etc. Donc ça va dans l'intérêt de LinkedIn dans l'utilisation de la plateforme, mais ça ne va pas dans l'intérêt de LinkedIn sur aussi l'utilisation de la plateforme, sur disons l'appréciation qu'on peut avoir à se connecter sur LinkedIn et recevoir 20 messages par jour par des sales et des recruteurs. Donc la réponse à tout ça finalement c'est de se dire ok en fait on n'a pas le droit d'automatiser et c'est là où en fait naviguent tous ces outils d'automatisation.
jusqu'à une certaine limite. Par exemple, on le sait, on peut envoyer jusqu'à 25 demandes de connexion quand on est en premium sur LinkedIn. Ça veut dire que finalement, ça ne se scale pas. On ne peut pas envoyer 1 million de demandes de connexion comme on pourrait peut-être le faire sur de l'envoi de mail. On peut envoyer 1 million de mails. Enfin, je m'entends bien sûr avec des règles très précises et un volume par jour, etc. Mais du coup, sur LinkedIn, il y a des règles très strictes. Ce qui veut dire que l'automatisation sur LinkedIn, elle est possible, mais il y a des règles très importantes à respecter qui sont juste du coup limitants quand on souhaite faire des ventes avec beaucoup de volume. Je donne un exemple concret. Si demain je souhaite faire effectivement beaucoup de ventes sur LinkedIn, j'ai la dalle et donc voilà, je veux y aller et j'ai compris que LinkedIn c'était un vrai vecteur de croissance et c'est la vérité. Eh bien, si je fais beaucoup de posts sur LinkedIn, ça va être super, mais moi personnellement en tant que fondateur de boîte, je vais vouloir taper des gens directement. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir avec mon propre compte envoyer des messages à des gens. Donc ça c'est super, mais c'est pas suffisant puisque vu que j'ai que 25 demandes de connexion et que admettons je suis super fort, j'ai un profil optimisé, j'ai 60% des gens qui m'acceptent. Donc on tombe on va dire à la louche à 10-12 personnes qui m'acceptent et j'envoie des messages et il y a 50% de taux de réponse. Donc on est à 5 réponses par jour, 5 réponses positives négatives. Et si j'arrive à générer 1 ou 2 rendez-vous là-dedans, ça me fait 1 ou 2 rendez-vous par jour si je suis très très fort. Ce qui veut dire que peu importe le volume, ce que je veux faire, l'intensité, je ne pourrais pas aller au-delà. Et donc ce que je vais devoir faire, c'est peut-être recruter un autre sales, utiliser son profil, ou ça se trouve il est déjà dans ma team, et je vais utiliser aussi son profil, comme ça je double, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais du coup on voit que les limites, elles sont assez compliquées. Elles sont intéressantes quand on a beaucoup d'employés parce que ça veut dire qu'on peut aller chercher beaucoup de monde. Et quand on est tout seul, ça veut dire qu'il faut éviter, ça c'est vraiment du coup ma vision des choses, il faut éviter de faire du volume et plutôt privilégier la qualité. Et en soi, c'est assez logique. Je prends l'exemple par exemple d'un joueur de foot. Je ne suis pas un fan de foot, mais je trouve que l'exemple est parlant. Avant de vouloir justement faire beaucoup de statistiques et beaucoup de résultats de manière générale et donc essayer de faire plein de tirs au but, eh bien avant c'est important de bien s'entraîner, trouver les bonnes techniques, les bonnes passes à faire, où est-ce qu'on est le plus à l'aise pour marquer des buts. Comme ça, à chaque fois que tu vas tirer, potentiellement tu vas marquer un but. Et cet exemple-là, du coup, il est vrai pour tous les sujets relatifs à l'automatisation. C'est-à-dire que pour moi, avant d'automatiser, il faut absolument y aller manuellement, valider les choses. Bon, ça, si tu suis ma chaîne YouTube depuis longtemps, je le répète sans cesse. Et une fois que tu valides des choses et que tu vois les bonnes statistiques remonter, eh bien là, tu peux commencer à automatiser intelligemment. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Lucas. Il n'avait jamais prospecté avant. Au début, il faisait des vidéos ultra personnalisées qui lui prenaient 30 minutes vraiment pour faire un truc très propre. Une fois qu'il est monté à 70% taux de réponse, eh bien, on a essayé de faire en sorte à ce que sa vidéo soit un peu moins personnalisée pour avoir l'air personnalisé, mais pas vraiment. Du coup, on a baissé à 55%. Et du coup, maintenant, il est resté avec une possibilité d'aller automatiser sa prospection en gardant un côté personnalisé parce qu'il a compris comment adresser le bon message. Je me perds un peu sur ce sujet, mais c'est juste pour bien illustrer du coup l'importance du manuel avant l'automatisation. Et donc, derrière tout ça, en gros, le message qu'il faut comprendre, c'est que avant de payer des outils d'automatisation, et là pour le coup, c'est important aussi de véhiculer ce message parce que je parle beaucoup de LinkedIn, je parle beaucoup d'automatisation et de sales, eh bien c'est de passer sur l'automatisation, oui, mais en validant certains aspects. Maintenant, il y a un autre sujet qui est un peu transverse, c'est communiquer sur LinkedIn. Je me souviens que quand justement je travaillais chez LinkedIn, on enseignait les entreprises à comment communiquer sur les réseaux sociaux via la page marque employeur. Donc en gros, la page entreprise, on publie dessus comment on fait pour avoir plus de gens qui s'abonnent à la page entreprise et faire en sorte à ce qu'on ait plus de visibilité sur ce qu'on partage. La vérité, c'est que l'humain, il s'attache à des humains. Donc déjà de base, si demain tu partages sur ta page entreprise, dis-toi que la personne, elle va voir ta page entreprise, pas toi. Donc déjà, tu perds des points en termes d'envie d'aller s'engager et lire ce que tu partages. Donc, c'est vraiment pas la meilleure pratique à venir mettre en place, à part si tu as une entreprise comme Danone qui a énormément d'employés et du coup, c'est intéressant parce que tous les employés vont réagir à tes contenus. Mais du coup, c'est une stratégie différente parce que là, tu veux plutôt renforcer le lien d'appartenance, etc. Là, si tu veux faire de l'acquisition, en tout cas, la bonne pratique à avoir, c'est que tu partages avec ton compte personnel. Ce qui est très intéressant, c'est que plus il y a d'employés dans ta boîte,
ou de freelance ou que sais-je, et plus eux peuvent partager aussi pour toi. Donc moi, la meilleure pratique que j'aurais à ta place, c'est je partage un contenu, je demande à quelqu'un de ma boîte l'après-midi de reprendre mon post, un peu le modifier, et ainsi de suite. Puis après, ça fait effet boule de neige, et du coup, tu as potentiellement 10 employés qui repartagent la même chose, retravailler, et ça te permet de garder du temps tout en optimisant ta création de base. Et puis derrière, tu peux t'amuser à repartager avec ta page entreprise pour que tu puisses utiliser ta page entreprise. Mais pour moi, la page entreprise, c'est pas là où tu vas marquer du point et de la visibilité, c'est plutôt sur ton personal branding et donc les poster toi-même avec tes contenus. Maintenant, vrai sujet qui va être un peu polémique puisque tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je vais dire et c'est fine. J'ai beaucoup d'amis qui sont donc des créateurs de contenu sur LinkedIn, sur Instagram. Et moi-même, je travaille donc mon agence qui intègre des IA, qui prospectent sur les réseaux sociaux, travaille pour des grandes marques ou des influenceurs. Et la vérité dans tout ça, c'est que tu peux poster autant que tu veux, tu n'auras pas autant de résultats que si tu contactes directement la personne, quand on parle de prospection. Alors oui, c'est important de poster. C'est important de poster parce que sur les réseaux sociaux, on va s'attacher à toi, à ta marque. Ça montre aussi la crédibilité. Quand tu vas aller contacter la personne, si elle voit que tu as posté, c'est super. Mais la vérité dans tout ça, c'est que moi, je poste depuis 2018. Je ne génère pas encore, en tout cas, je ne suis pas bankable par rapport à ma création de contenu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je m'arrêtais de faire de l'acquisition entre mes call calls, parce que j'en fais, oui, j'en fais encore parce que pour moi, c'est une méthode ultra efficace pour prospecter mes emails, enfin en tout cas mes emails, j'allais dire, mais non, c'est mes messages LinkedIn. Et si j'arrêtais vraiment tout ça et que je faisais que des posts, eh bien non, en fait, mon entreprise, elle n'arriverait pas à subvenir à ses besoins ou même de continuer à générer des nouveaux profits. Donc pour moi, générer des posts, ça me sert pour avoir un peu une reconnaissance sur le marché, sur mon expertise et c'est super. Effectivement, quand j'ai des prospects sur des appels, ils sont un peu plus chauds, engagés qu'autrefois quand j'étais inconnu au bataillon. Mais par contre, la vérité, c'est que ça me prend beaucoup de temps. Je passe en moyenne 3 à 4 heures par jour pour créer du contenu parce que j'ai plus de temps, parce que j'ai un associé qui est très disponible aussi pour faire d'autres choses et j'ai une équipe qui travaille autour de moi. Mais en soi, si j'étais freelance, solopreneur, sales, eh bien c'est vraiment pas là où je mettrais mon focus puisque en fait, le meilleur moyen de contacter quelqu'un, c'est pas de tourner autour et de faire des posts, mais c'est de le contacter directement. C'est comme si en fait j'étais dans la rue et que j'avais une pancarte comme ça où je disais venez goûter à ma pastéis de nata. Bon, bref, pastéis de nata, c'est un petit flan en portugais. Si j'étais comme ça à montrer mon panneau à des gens comme ça et que j'attendais que les gens viennent me voir, contre, et à l'opposé d'avoir quelqu'un, donc moi toujours, qui vient avec ma pastéis de nata, qui dit tiens regarde ma pastéis de nata, tu veux la goûter? Forcément, j'aurai plus de chances d'avoir des réponses et des gens qui du coup avancent. Alors oui, si la personne vient de elle-même, peut-être que ce sera plus simple derrière, parce qu'elle est venue d'elle-même, de lui vendre derrière la pastéis de nata. Mais si on parle donc de volumétrie et de temps passé, je passe beaucoup moins de temps à rester comme ça et attendre qu'une personne me contacte par jour avec ma pancarte contre moi qui aille directement et contacter les gens comme ça toutes les heures. Je ne sais pas si je parle à 10 personnes toutes les heures, si j'ai une personne qui achète ou qui vient prendre rendez-vous pour goûter à mes pastéis de nata, c'est juste logique que je vais avoir plus de résultats. Pour moi, c'est juste du common sense, c'est juste de la logique. Il n'y a pas trop besoin de venir se prendre la tête sur le sujet. Si tu veux faire de l'acquisition et c'est ça ton besoin, fais pas de post. Pour moi, mets tout ton focus sur ta prospection LinkedIn parce qu'on l'a vu avec Lucas, dont je parlais tout à l'heure, qui n'avait jamais prospecté avant, que j'ai accompagné et tout. Lui, typiquement, au début, il s'est dit qu'une heure par jour pour prospecter, ça suffisait. Il s'est rendu compte qu'il fallait au moins 2 à 3 heures et qu'effectivement, ça prenait beaucoup de temps par rapport à tout le reste de son activité la semaine et que pour prospecter de manière générale, il fallait vraiment avoir besoin de prospecter. Donc, c'est à toi de voir si c'est ta vraie priorité de prospecter ou c'est juste une petite option comme ça que tu te mets de côté. Et si c'est vraiment une priorité pour toi, va falloir mouiller le maillot, va falloir tester des choses parce qu'en fonction de ce que tu vends,
en fonction de qui tu es, eh bien, il va falloir adapter ta façon de prospecter, l'optimiser, la tester. Ça te prendre 1 mois, peut-être même 2. Et puis quand ça va marcher, tu vas être trop content. Mais voilà, il va falloir mettre beaucoup d'efforts. Donc si tu combines ça, 2-3 heures par jour de prospection avec 2-3 heures de création de contenu par jour, en fait, je ne sais pas ce que tu fais, mais derrière, si tu as une agence ou tu es freelance ou tu es un sales et que tu as plein de choses à gérer autour, c'est ingérable. Donc pour moi, la clé dans tout ça, c'est de prospecter à fond. Et en fait, en prospectant à fond et en comprenant le bon message à venir envoyer aux personnes, tu vas aussi comprendre indirectement quel bon message partager quand tu crées des contenus. Donc pour moi, ça c'est vraiment mon esprit de sales et mon esprit aussi de je dirais de courage. On m'assimile souvent, en tout cas mes meilleurs amis me disent que je suis quelqu'un d'assez courageux, qui n'a pas peur de prendre des risques. Effectivement, quand j'ai lancé mon agence, qu'on n'avait pas de clients, moi, je suis allé directement faire du porte-à-porte, prospecter au téléphone et me confronter aux gens. En fait, ça me donnait la puce à l'oreille sur les bonnes choses à dire pour pouvoir derrière faire de la prospection sur LinkedIn et derrière, avec la prospection sur LinkedIn, faire des posts, trouver les sujets qui intéressent vraiment les gens et du coup, derrière, construire mon offre et construire mon agence, mon branding. Mais pour moi, de base, la vérité, c'est que ça doit venir d'une vraie confrontation sur le marché et donc avec tes prospects pour faire évoluer ta prospection. Donc voilà là-dessus. Je pense que effectivement, et là on revient un petit peu aux bases de LinkedIn et ça fait partie par ce quoi je suis passé. LinkedIn, c'est ultra intéressant pour venir faire plein de choses. Pour moi, c'est un réseau social qui est plein de mines d'or. Il faut juste trouver les bons créateurs de contenu. Il faut juste trouver aussi le bon écosystème à bâtir autour de ça. Parce qu'en fait, on a l'habitude dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, de se dire que, et ça, si tu es freelance, solopreneur, même une agence, peut-être que tu ne le sais pas, dans les très grosses boîtes, ils ont des outils comme du HubSpot, du Salesforce, pour qui j'ai aussi travaillé, où tu vas avoir des séquences. Donc en fait, on va te dire, OK, si tu es sales, on va te dire, OK, lundi, il faut que tu appelles le prospect. Mardi, il faut que tu lui envoies le 2e mail de relance. Mercredi, il faut que tu lui envoies une demande de connexion sur LinkedIn, etc. En fait, il y a plein d'actions. Et généralement, en gros, on réfléchit beaucoup sur comment envoyer le bon mail au bon moment, etc. Comment et quand appeler, etc. Donc ça, c'est super, c'est des choses et les grosses entreprises sont très éduquées là-dessus. Mais LinkedIn, on le met en option. Et très souvent, on envoie un message, on envoie la demande de connexion. Il y a un autre message qui part, puis on se dit, ouais, en espérant qu'il répond. Non, en fait, c'est une vraie stratégie LinkedIn. Et pour moi, il faut autant, voire plus la réfléchir que d'autres façons d'aller prospecter, d'autres canaux d'acquisition, parce que sur LinkedIn, je suis désolé, mais c'est la vérité, pareil, c'est factuel, tu peux contacter directement des personnes qui sont à des niveaux ultra élevés, comme des CTO, des CEO. Là où par mail, ces personnes-là, elles sont incontactables parce qu'elles reçoivent trop de mails, parce que ça part en spam, parce que tu n'es pas sûr qu'elle lit ton message. Sur LinkedIn, tu envoies un message, elle voit, tu peux même voir si elle a vu ton message. Donc, tu es sûr de la délivrabilité de ton message. Donc, en fait, je trouve que ça permet d'enlever beaucoup de barrières et d'aller beaucoup plus droit à l'essentiel. Et pareil, si on reprend l'exemple avec le call call, c'est beaucoup de moyens. Il faut financer un outil qui te permet d'avoir le numéro de téléphone de la personne. On le sait, il y a une loi qui est passée récemment. C'est très compliqué maintenant de faire du call, même si moi, j'y crois dur comme fer à cette méthode, c'est de plus en plus compliqué. Et surtout, tu déranges la personne, donc il faut être à l'aise avec ça. Sur LinkedIn aussi, tu déranges la personne, mais c'est une autre façon de déranger puisque tu lui envoies un message ou une vidéo ou un vocal sur sa messagerie et tu ne le rentres pas directement sur son téléphone perso. Donc, voilà un petit peu ma vision sur tout ça. Moi, ce que je pense en tous les cas dans les mois, les années qui arrivent, c'est que petit à petit, LinkedIn va elle-même intégrer dans ses solutions des outils qui te permettent d'aller dans cette automatisation, que ce soit avec de l'IA, etc. Et donc, ils vont absorber, mettre de côté derrière toutes les solutions d'automatisation qui existent tout autour de son écosystème. Peut-être que je me trompe, peut-être que on verra une ouverture totale de la plateforme vers des solutions d'automatisation. Je suis assez convaincu que non, parce que justement, pour rendre une plateforme utilisable, aussi appréciable, il faut avoir des petits pare-feux qui te permettent de ne pas faire tout et n'importe quoi sur une plateforme. C'est ce qu'on a beaucoup vu sur Instagram, c'est une catastrophe.
on reçoit des messages dans tous les sens, des sujets un peu X, d'autres sujets qui n'ont rien à voir sur, bref, des MLM, donc bref, mettre en avant des outils qui ne nous plaisent pas. Bon, c'est vraiment, il y a des gros abus sur Insta et sur Meta. Et si LinkedIn veut rester un réseau social professionnel et avec vraiment l'image qu'a Microsoft, je ne pense pas qu'ils iront vers cette direction. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que ce contenu vous a plu. J'ai essayé d'être le plus transparent, honnête possible. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre vision des choses. Est-ce que vous vous sentez peut-être harcelé sur LinkedIn? Est-ce que vous trouvez que ça va? Je sais qu'à une époque, quand j'étais en poste, je recevais beaucoup de messages quand je travaillais par exemple chez Salesforce de recruteurs. Maintenant, c'est plus le cas. Je suis beaucoup plus tranquille. Je pense que c'est peut-être parce que mon profil aussi est moins, vu que je suis entrepreneur, ça donne moins envie d'aller chercher ce type de profil. Peut-être que dans votre cas, vous recevez masse de messages. Pareil, moi, c'est plutôt de la prospection sales. Je reçois beaucoup, pas des messages de quali. Donc, pareil, dites-moi si c'est le cas de votre côté. Et puis, on parlera sûrement sur la vidéo d'un autre sujet autour de LinkedIn. Là, la prochaine étape pour vous, c'est s'abonner à cette page, à cette page YouTube, à cette chaîne YouTube. Si ces sujets autour de la vente vous intéressent, du futur de LinkedIn, des automatisations, puisque nous-mêmes, on a développé notre solution qui automatise les prospections, peu importe sous quelle forme elles soient, mais plutôt sur des plateformes comme WhatsApp. Voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais voilà, donc avec plaisir de parler d'autres sujets à cœur ouvert. Et puis, comme je dis souvent, la prospection, c'est pas demain, c'est maintenant.